Bonjour, Bonjour. présentez-vous à la caméra. Nom, prénom et profession. Alors, je suis Cédric Faure, je suis informaticien de métier et un très grand passionné dans le domaine du cinéma. Vous souhaitiez une interview de votre passion, mais de quoi s'agit-il? Et ben en fait, ma passion est la suivante, c'est que je suis à la fois un très grand collectionneur des différents films, qu'ils soient francophones, qu'ils soient internationaux. Et en fait, ce que je souhaite à travers ma collection physique, donc DVD et Blu-ray, c'est de pouvoir les avoir sur mon serveur personnel et surtout que je puisse les conserver réellement, ce qu'on appelle la sauvegarde à vie. Comment est née votre passion? Eh ben, ma passion date depuis l'enfance, depuis l'époque de la VHS. C'est qu'à l'origine, on n'avait que à peine 3 chaînes, la 1, la 2, la 3. On pouvait voir les plus grands classiques et les plus grands films de l'époque des années, dont je suis né en 84, de, de l'époque de Terminator, de l'époque avec... enfin, la liste est tellement longue, mais en fait, j'ai été bercé par cet univers, par le plaisir de pouvoir revoir ces films, de pouvoir au départ les sauvegarder sur des VHS. Mais le problème, c'est que par rapport au prix, par rapport au fait que la taille de ces vidéos ne pouvait durer que des cassettes de 2 à 4 heures, on était très limité pour avoir le plus de films dans nos bibliothèques respectives. Et pour le tout début, on ne dépassait pas entre 100 à 300 VHS. Quand avez-vous débuté ce projet? Bah, quand la fin de l'ère VHS est arrivée pour l'ère DVD, on a eu directement le format classique basique d'avoir les premiers films à des prix, je dirais, raisonnables parce qu'on pouvait les conserver. Et l'idée, c'était d'en acheter. Mais le problème, c'est que quand on est jeune étudiant, on n'a pas, bien évidemment, suffisamment d'argent pour pouvoir se faire toutes les acquisitions. Mais l'idée, c'est que je ne voulais pas que les avoir en physique, je voulais les avoir sur le plan numérique. Donc il a fallu que je fasse des cours dans le domaine cinématographique en bac pour pouvoir justement apprendre l'univers de la vidéo et pouvoir comprendre comment pouvait-on faire une transition numérique d'un support physique à un format digital numérique. Avez-vous connu des échecs? Oui, j'ai connu des échecs de pré-enregistrement parmi les différents formats. Alors c'est très simple en fait. C'est qu'on était donc à l'ère DVD, donc de l'avoir directement par format numérique informatique, et on était sur la première époque qui était le DivX. Alors pour faire simple, le format DivX était une sous-basse qualité du format DVD. Ça ne donnait pas la pleine mesure de la résolution et de la qualité audio pour le film qu'on avait fait l'acquisition sur le format donc physique. Et il a fallu apprendre par moi-même, parce que dans les cours c'était pas du tout enseigné, de pouvoir faire une transition totale sans perte de la donnée et de la qualité visuelle. Donc il a fallu avoir cette fameuse connaissance de faire cette formation sur les meilleurs formats qui puissent exister, qui m'a pris, je dirais, 2 à 3 ans pour l'après-format MP4 et le format MKV. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Eh ben, l'évolution technologique. En fait, le plus gros problème de l'époque, c'est qu'un film de qualité, pour dire simplement, un DVD fait 4,7 gigas. On était donc au fait qu'il fallait stocker. Pour les premiers films DVD, j'avais déjà plus de 1000, j'avais 500 à 1000 DVD au cours de mes 20-25 ans. Et 4,7 multiplié par 1000, il me fallait donc des disques durs qui n'existaient pas encore, il en fallait à foison. C'était pratiquement impossible au départ de pouvoir tout sauvegarder. Je ne pouvais que les garder en bibliothèque en espérant qu'il y ait une évolution, ce qui s'est passé d'ailleurs, vu qu'on est passé de gigas en centaines à maintenant le format Tera. Mais il a fallu attendre que les prix soient abordables aussi, parce que malheureusement, les disques durs étaient exponentiellement chers et très sincèrement, il fallait vraiment casser vraiment sa tirelire pour pouvoir en faire l'acquisition. Donc c'était vraiment une plaie. Parmi cette collection, quelles sont vos pièces rares? Et bah parmi elles, je dirais que la plus belle que j'ai eu du très mal à obtenir à mon époque, c'est une œuvre hongkongaise qui est
Running of the Time, avec un format relief spécifique, parce que les imports étrangers étaient très compliqués à obtenir dans l'ère de 2005 à 2010. Alors je me rappelle, pour la petite anecdote, c'est que j'en avais fait la commande à Leclerc, mais il faut savoir qu'à l'époque, les responsables de rayon, ils se prenaient pas la tête, ils voulaient vraiment pas commander. J'avais vraiment mis, en disant je mets l'argent, ça m'avait coûté, alors une petite fortune parce que ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Il était entre 25 et 30 euros, c'est quand même démentiel pour le prix d'un DVD. Mais juste pour l'import, parce qu'il fallait justement payer la redevance de pouvoir le faire envoyer, c'est le seul parmi ma collection où vraiment j'ai casqué sur ce prix-là. Les autres, j'ai toujours fait des prix raisonnables qui étaient donc ou à la sortie à peine de 20, 10 ou des 5 euros par des prix rabais. Mais je dois avouer que c'est celui qui m'a donné vraiment l'envie et l'acharnement d'être ce que je pourrais être, le collectionneur d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer ce travail de remasterisation vidéo et audio? Bah en fait c'est simple. Vous avez ce qu'on appelle donc le format classique qui était donc le format DVD. C'est un format qui est donc sous HD, qui est un 640 x 800 avec une taille de résolution où quand vous regardez, vous avez ou un mauvais format de bande, ce qu'on appelle cinémascope, les fameux formats de 1.35 275 Air Cinéma américain. Et en fait, je dirais on va dire le terme du programmeur, celui qui fait cette transition du format en pellicule en format numérique, bah en fait il ne se prend pas la tête parce que la qualité pouvait être pour certains DVD exécrable. Alors elle était exécrable sur le plan visuel et sur le plan auditif. Alors l'exemple et comparaison, vous avez des DVD récents où la qualité visuelle sera au top de ce qu'elle représente aux années 2020, actuellement où nous nous trouvons, mais à l'époque des années 2000, ils se prenaient tellement pas la tête qu'on était presque dans un format de télévision, de rediffusion, où cette qualité n'était même pas traitée numériquement. Donc moi, ma vraie passion, c'est d'être capable de prendre des formats sous HD et d'en faire non pas ce que j'appellerais une conversion, mais une restructuration qui va obtenir la qualité visuelle qui est maintenant à l'heure d'aujourd'hui d'être supérieure au 1080 Ultra HD, au-delà du 2 et même réaliser du 4K. C'est-à-dire qu'avec quelque chose qui semblerait bas de gamme, je le transforme pour qu'il devienne cette véritable qualité de format résolution sur une télévision 4K. Et pour la qualité audio, c'est de modifier, améliorer les pistes ou les canaux manquants et d'accentuer le son qui n'a pas été travaillé à l'époque pour que nous ayons cette sensation d'être comme dans un cinéma de grande qualité en 7.1 ou Atmos où le son n'a aucune perte qui soit aiguë, grave et qui soit compatible à l'audition humaine, pour moi qui est le plus important. Avez-vous travaillé seul dans ce projet? Ouais. On m'avait posé la question une fois lors de mes précédentes vidéos, à savoir si j'ai été assisté, si j'ai repris le travail d'autrui, si j'avais refait des copier-coller. Majoritairement, j'ai fait tout seul depuis la base, depuis la première création de la vidéo, la création de mon serveur et le fait de pouvoir faire ce que j'appelle le terme repack, faire une transition physique au numérique. Vendriez-vous ce travail à des particuliers? Alors, si on pouvait le faire légalement, ça serait peut-être un plaisir, mais il faut savoir deux choses malheureusement. On a le droit, théoriquement, de conserver uniquement ce que nous avons fait, l'acquisition, pour le garder pour soi. Il existe des formats légaux de faire la transition donc physique à numérique. On n'a pas le droit de le vendre vu que nous serions en infraction de revendre un bien produit qui n'est uniquement là que pour un tiers. Donc en fait uniquement la personne qui en a fait l'acquisition, mais pas pour autrui. Et en soi, le problème c'est que si je devais avoir tous les droits, ce qui me coûterait une fortune, ça ne pourrait pas. Sauf si bien sûr un cinéma le voudrait parce qu'il lui manquerait ça dans sa collection de partage qu'il n'a pas par rapport à la personne concernée qui tenait ce titre de propriété au sein de la cinématographie, mais je ne pense pas que ce soit réalisable. Y a-t-il une limite à ce projet? En réalité, comme je vous ai fait donc la discussion précédente, c'est que j'en suis arrivé à 2500 films en terminant par Star Trek, les films originaux. Et étant passionné par des acquisitions que je n'ai pas encore faites dans le passé, ou de futures productions, ou de futures choses qui pourraient être diffusées en cinéma, en réalité,
Tant que je serai dans cette vie, je continuerai encore très très loin, donc ça pourra encore dépasser le nombre de films, peut-être à plus de 5 ou à 10 000 dans les prochaines peut-être 30 années. Donc en fait, il n'y a pas de limite, ni par mon stockage qui dépasse déjà plus de 24 Tera. Donc en soi, à raison de cette possession, il me reste autant de place sur mes disques durs, plus ces extensions pour pouvoir faire ces sauvegardes. Donc je n'ai aucune limite pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, dans le raisonnable. Vous déclarez avoir réalisé ce nombre incroyable de films, de séries, d'animés. Est-ce un record? Et bah, quelque part, non, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà été interviewées parmi des passionnés qui le font naturellement. Alors, parmi ce chiffre de 2005, il y en a certains qui sont à peu près à mon niveau, mais il y en a deux qui font à plus de 5 à 10 000 films, mais uniquement des films, uniquement recopiés ou autres, sans remasterisation. C'est pour ça que par rapport à ma conception et à ma vision de ce projet, je pense que mon projet a plus de valeur parce que je fais en sorte que ces films soient améliorés, contrairement aux autres qui ne font que des copiés pour certains. Certains font des travaux de restauration audio, donc ce qui n'est pas négligeable et qui est tout à fait remarquable pour ce qu'ils font. Le mien, le mien ne fait pas que des films, vu que je fais des séries, je fais donc les animés, des OAV. Donc il est beaucoup, pour ma part, à mon cœur et à mes yeux, il est beaucoup plus important que de ce que j'ai pu entendre à travers la presse pour les autres passionnés. Pourquoi en parler en public? Quel est votre intérêt? Alors, on est bien d'accord que pourquoi simplement ce n'est pas pour une question de vantardise ou simplement de montrer que je peux être meilleur que les autres. C'est que moi, en tant que passionné, on m'a toujours dit tu n'y arriveras pas. On m'a toujours dit que je n'avais pas ou la capacité ou autre, sur des plans personnels et privés. Ce qui m'a donné envie de le montrer et le faire, c'est aussi un peu une revanche de la vie pour dire aux gens qui au départ me disaient que tout ce que je faisais était faux, que ce que je faisais était du mauvais travail, que je n'avais pas ça. C'est aussi pour simplement montrer que avec le travail, la persévérance, la passion que j'ai depuis toujours, je l'ai fait par mes propres mains. J'en suis très fier parce que je peux en faire profiter ma famille quand nous faisons des soirées cinéma. Ce qui est apprécié aussi, c'est que eh ben, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que je ne serai jamais engagé dans le domaine du cinéma en tant que restaurateur dans les productions de restauration ou autres. Je le fais aussi pour montrer à peut-être ou inciter à d'autres personnes que ça n'a jamais été impossible et que à force de travail, de rigueur et lorsqu'on est réellement passionné, on peut sauvegarder ce qui nous tient le plus à cœur dans ce domaine-là pour justement le conserver et justement ne pas être bridé à cause de maintenant la nouvelle tendance qui sont les plateformes de streaming VOD auxquelles les qualités ne respectent pas du tout cette haute définition, cette haute résolution, cette meilleure qualité audio. Et pour moi, ça me déchire le cœur parce que quand vous achetez un produit, il faut qu'il soit à la mesure de la qualité de ce qu'on vous prétend qu'il est. Et je prends l'exemple de malheureusement de YouTube, Google et de bien évidemment MyCanal VOD. Ces formats, quand on dit en 4K qui ne le sont pas, moi je trouve que c'est un vol. Et ce que je voulais aussi démontrer parmi les autres vidéos précédentes que j'ai réalisées, la remasteration chez Disney, des films que j'ai fait moi-même en 4K, c'est vous pouvez le faire, c'est pas impossible. Alors je suis d'accord que depuis que ce projet, je l'ai débuté en 2018, et à l'heure d'aujourd'hui jusqu'en 2025, il est toujours en train de tourner. J'accentue toujours des améliorations, telles que montrer justement qu'au départ, j'ai commencé en 720 dans ma première vidéo en HD, que tout mon serveur est maintenant full ultra HD, et que parmi mes plus de 2500 films, j'ai déjà réalisé plus de 150 films en format 4K. Ça me prend un temps considérable. Et pour moi, ma vraie récompense, c'est pour montrer aussi, en tant qu'individu et en tant que passionné, j'ai évolué mes vidéos, j'ai amélioré la qualité originale parce que ce que j'aime bien, c'est conserver mes DVD ou Blu-ray ou d'avoir les deux en même temps par rapport au PAL pour montrer la transition. Et c'est ça aussi un peu la manière publique justement de ce que je voulais, c'était de montrer que j'ai été acharné, je continue encore, je ne serai peut-être même jamais reconnu, je serai peut-être simplement remarqué en disant waouh c'est fantastique,
C'est que je vois beaucoup de choses qu'on entend à travers la toile, que vous avez maintenant des machines qui le font ça pour vous. Mais en fait, vous n'avez pas la science, la connaissance, et c'est ça que je trouve ça malheureusement dommage. On a des capacités, on a des cours, des enseignements, et c'est ça qui fait justement qu'on est très différent des autres, et c'est ça que j'avais envie de montrer d'une part de moi-même. Est-ce que vous n'aviez pas une dernière question à me poser? Tout a été dit? Bon. Est-ce que vous avez une question autre que votre questionnaire? Non, non, merci. Voilà. Donc, plus de 2500 films. J'ai fait donc Star Trek, les films originaux qui, pour moi, sont des œuvres classiques que je ne connaissais pas. Et maintenant que j'ai dépassé cette barre, si un jour je refais une vidéo, j'essaierai d'être à peut-être 5000, mais je pense qu'elle ne se fera pas avant beaucoup, peut-être une ou deux bonnes décennies. Donc voilà la fin de la vidéo.